Chers amis de l'économie, bonjour. Le Premier ministre est aujourd'hui dans le département de l'Essonne. Il était ce midi à Juvisy-sur-Orge, c'est la deuxième couronne parisienne, à la rencontre de jeunes. Le gouvernement et notamment la tête de l'État multiplie les initiatives pour aller à la rencontre des Français, des territoires. Aujourd'hui, donc, le Premier ministre en banlieue. La semaine prochaine, lundi, sans doute, le président de la République pour retrouver les Français, ou on ne sait pas encore. Les territoires sont au cœur de la reconquête, au cœur du dialogue. France fracturée. Eh bien non, pas tant que ça. C'est mon point de vue, je vais chercher à le défendre. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec la fracture territoriale, un peu comme si la France était coupée en deux ou en trois? Paris, la banlieue, la province, ça fait sourire mon invité, le professeur Dumont. Nous allons en parler dans un petit instant. Tous les ingrédients sont là, cependant, pour faire de cette année une bonne année. Nous allons, dans la deuxième partie de l'émission, quitter la fracture territoriale pour parler macroéconomie. Alors, les Français vont recevoir un petit supplément de pouvoir d'achat. Les prélèvements obligatoires vont baisser. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce petit surplus? Est-ce qu'ils vont l'investir? Est-ce qu'ils vont l'épargner, si vous préférez? Est-ce qu'ils vont le consommer? Vous allez voir que le diable est souvent dans les détails, y compris quand on parle d'économie. Il vaudrait mieux le consommer, ce sera le moteur de la croissance cette année. De quel côté balancera le cœur des consommateurs? C'est la question que je poserai à Renaud Honoré du journal Les Échos. Pour commencer, bonjour professeur, bonjour Gérard-François Dumont. Je suis très heureux de vous accueillir, merci. Géographe, économiste, démographe, carte de visite large. Avec une connaissance du territoire. Vous arrivez avec deux petits ouvrages sous la main. Le premier qu'on va montrer, c'est Les territoires français, diagnostic et gouvernance. C'est chez Armand Collin, un grand éditeur scolaire. On a tous eu des Armand Collin entre les mains. Concept, méthode, application. On est au cœur du sujet là. Et puis, c'est espaces ruraux, espaces urbains. Deux mondes différents, c'est une revue cette fois-ci, la revue Population et Avenir que j'ai là entre les mains. On va dire deux mots des transports. Pourquoi? Vous avez écouté comme moi les infos, panne à la gare Montparnasse. Les transports, c'est un peu le système nerveux du pays. On parle des territoires. Alors, vous voyez, là, il y a une panne aujourd'hui, une panne électrique à Montparnasse. Les techniciens sont en cours d'intervention, mais on voit bien que quand on paralyse le système de transport, c'est tout le pays qui est un peu bloqué, pour des raisons d'ailleurs qui sont très géographiques. Le système de transport en France, il fonctionne en étoile. Il y a le cœur, le centre, Paris, Montparnasse, gare de Lyon, Montparnasse, gare du Nord, gare de l'Est, etc. Et puis ça irrigue tout le territoire. S'il y a une panne à Paris, c'est tout le territoire qui est paralysé. C'est un peu le mal français, ça. Oui, sauf que ce fonctionnement en étoile, il a été aggravé par les décisions de ces 30 dernières années, où en fait, contrairement à ce que pensent les Français, nous avons maintenant deux SNCF. La SNCF du TGV et la SNCF des autres lignes, et ce sont comme deux parallèles qui ne se rencontrent jamais, c'est-à-dire qui ne réfléchissent pas à la multimodalité et dont les moyens sont extrêmement différents. Prenons quelques exemples. Regardez par exemple ces lignes quand même extrêmement utiles, Paris-Clermont-Ferrand ou Paris-Limoges. Leur entretien s'est tellement dégradé qu'il y a des retards extrêmement fréquemment. Alors sur Paris-Limoges, on peut même aller jusqu'à Toulouse-Paris, en passant par Limoges, le pôle Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Aujourd'hui, le train va moins vite que le Capitole quand j'étais enfant. Absolument, c'est tout à fait vrai. Et puis ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi beaucoup de petites lignes ont été fermées. Je vais vous donner un exemple. Morlaix-Roscoff. Bon, c'est une ligne qui mettait à peu près 25 minutes en Bretagne et qui fonctionnait très bien. Et il y avait pas mal de gens qui la fréquentaient. Jusqu'au jour où la SNCF a arrêté l'entretien de cette ligne. Résultat, le conducteur de ce train a été obligé de rouler très lentement compte tenu de l'insécurité s'il accélérait trop, et le temps de transport a été multiplié par plus de 2. Ah oui, c'est beaucoup. Donc à ce moment-là, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été obligés de prendre leur voiture, ils ont cessé de prendre le train, donc il y a eu évidemment moins de voyageurs, et donc la SNCF a dit je ferme parce qu'il y a moins de voyageurs. Alors la cause véritable, c'était le mauvais entretien de la voie. Oui, la poule. Dans la poule et l'œuf, c'était vraiment l'absence d'entretien, c'est-à-dire qu'il y a une volonté. Vous croyez que c'est pour beaucoup ça dans la colère qui s'est manifestée dans les territoires? Autant le dire tout de suite. Moi, je suis pas pour diviser la France. Il n'y a pas de Yalta français entre Paris, les métropoles et le reste du territoire. Je défends l'idée qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'énergie dans les territoires. Je pense qu'on partagera ce point de vue. Il n'empêche que l'État a un rôle à jouer. S'il a un rôle à jouer, d'ailleurs, c'est de rééquilibrer les territoires. Mais là,
quand on raconte, quand on entend ce que vous racontez, évidemment, on comprend qu'il y a des gens qui doivent être mécontents. Oui, parce qu'en fait, c'est l'État qui a créé les inégalités entre les territoires, parce que selon son paradigme, il n'y aurait que les métropoles qui pourraient être innovantes. Les autres territoires ne pourraient pas être capables d'innovation. Alors que partout en France, il suffit de parcourir ce pays, il y a de l'innovation. Et prenons un exemple simple où l'État a témoigné que, soi-disant, le rural était un territoire perdu de la République. Lorsqu'il y a eu l'affaire GMS à la Souterraine, dont on a parlé pendant des mois. Vous devez préciser que vous êtes originaire de la Souterraine. Absolument. Que s'est-il passé? Eh bien, finalement, notre ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, a décidé de se rendre à la Souterraine. Et il a donné l'impression devant tous les médias que la Creuse était un département perdu pour toute dynamique économique. Pourquoi? Parce qu'au lieu de profiter de son voyage à la Souterraine pour aller visiter d'autres entreprises en Creuse qui marchent bien, pour montrer effectivement que dans la ruralité, il y a aussi du dynamisme, eh bien non, il s'est contenté de son discours à GMS. Donc, si vous voulez, l'État est fautif. Alors, en plus, je ne parle pas de tous les aspects financiers où il y a un déséquilibre financier considérable. Oui, ça fait des riches plus riches et des pauvres plus pauvres. C'est la logique de l'État, là, aujourd'hui. Il faut le dire de façon extrêmement simple. La dotation financière par habitant, quand vous êtes dans une commune de plus de 200 000 habitants, elle est le double que dans une petite commune rurale. Donc, autrement dit, un rural d'une petite commune est considéré comme un citoyen 2 fois moins important que s'il habite Paris, Bordeaux ou Toulouse. Au 4-26-26, là, on a vu passer un message qui me faisait remarquer, je dis la France coupée en 2, j'ai plutôt dit en 3 d'ailleurs, mais je prends la remarque, est-ce qu'elle n'est pas coupée en 3 ? Rural, ville, banlieue. C'est la théorie d'une personnalité qui s'appelle Charles Gave, qui dit en substance, d'ailleurs, pour résumer sa pensée, il y a les métropoles avec les bobos, leurs serviteurs, alors lui il parle des esclaves, il y en a même très loin, leurs serviteurs qui vivent dans les banlieues, qui viennent travailler à Paris, puis qui retournent vivre dans les banlieues, puis il y a le reste du pays, les territoires. Je trouve que c'est quand même aller un peu loin, parce qu'il faut quand même avoir un peu plus de fierté du territoire et de nos territoires. En fait, c'est totalement faux, cette analyse. D'abord, parce que si on regarde les métropoles, il y a des métropoles qui ont été dynamiques, d'autres qui ont eu des résultats moyens et d'autres qui ont eu des mauvais résultats. Donc il n'y a pas d'effet métropole parce que vous êtes une métropole. Et si vous regardez la création d'emplois dans le reste du territoire, eh bien en fait c'est un patchwork. C'est-à-dire à l'intérieur d'un département quelconque de la France, vous allez vous rendre compte que selon la qualité de gouvernance des élus, selon la capacité d'entrepreneuriat local, eh bien, il y a tel endroit où vous avez eu beaucoup de création d'emplois, et puis à 5 km à côté, il n'y a pas eu de création d'emplois. Exactement. Donc, en fait, on ne peut absolument pas raisonner selon cette façon de considérer qu'il y a 3 parties de territoire. Prenons d'autres exemples, même en ce qui concerne les grandes villes. Regardez l'évolution comparée de Nîmes et de Montpellier sur 30 ans. Vous verrez, il y a une différence absolument phénoménale. Nîmes était la grande ville. C'est la dernière grande ville provençale, d'ailleurs, même si elle est située dans un département qui n'est plus la Provence. C'était une ville importante avec beaucoup d'activités, notamment dans le secteur du textile, mais pas seulement. Et Montpellier, une toute petite ville conquérante qui, en réalité, s'est développée. Oui, puisqu'en gros, aujourd'hui, donc Nîmes et Montpellier, il y a 50 ans, c'était en gros le même poids démographique. Avec d'un côté plutôt des activités productives, côté Nîmes, et plutôt, je dirais, des activités de tertiaire, notamment d'essiers non marchands à Montpellier. Aujourd'hui, Montpellier, c'est 2 fois plus de population que Nîmes. Alors que ces 2 villes ont à peu près la même localisation géographique, on pourrait se dire qu'elles auraient bénéficié de la même façon de ce qu'on appelle l'héliotropisme positif. C'est-à-dire la tentation d'un certain nombre de nos contemporains à considérer qu'il y a plus de soleil au sud qu'au nord. Alors, on va regarder cet élément, ce graphique. C'est un graphique, c'est une France anamorphosée, puisqu'on parle de transport. Le grand géographe Pierre Vidal de la Blache a été le premier à dire il ne faut pas compter les kilomètres, il faut compter le temps de transport. C'était sous votre contrôle, c'était sa logique. Avec la France du TGV, et on met de côté effectivement ce que vous évoquiez, les trains du quotidien qui sont absolument essentiels. Mais la France du TGV, elle a changé la géographie du pays. Regardez cette carte, c'est en réalité la carte des temps de transport. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Montpellier est, en termes de temps de transport, au-dessus de Clermont-Ferrand, par exemple, au-dessus de Limoges, qui sont les exemples que vous citez. On voit un autre exemple qui est que Lille, par exemple, ici, est dans la banlieue de Paris. Ça veut dire pratiquement qu'il vaut mieux habiter, je parle de temps de transport,
il vaut mieux habiter à Lille pour être à Paris de bonne heure plutôt qu'à Marne-la-Vallée. C'est vrai que, en fait, la géographie du pays, même si elle est constante, hein, on ne déplace pas les frontières, la mer n'arrive pas, Montpellier, la mer n'arrive pas à Montpellier, mais elle arrive à Marseille. Marseille n'est pas à hauteur de Dijon. Mais enfin, ça a changé les choses. Les systèmes de transport ont complètement changé la géographie de la France. Prenons deux exemples, celui de Lille que vous avez évoqué. Qu'est-ce que c'était Lille? C'était une gare terminus. Ouais. Pour aller de Paris à Bruxelles, on ne passait pas par Lille. On contournait Lille de très loin même. Aujourd'hui, c'est devenu la tête de réseau d'un réseau européen de TGV. Donc sa situation a complètement changé. Autre exemple, les Parisiens, encore dans les années 50, quand ils avaient envie d'aller à la mer, eh bien, ils allaient, par exemple, à côté de eux, ils allaient à Merx-les-Bains, etc. Pourquoi? Parce que le train le plus rapide partant de Paris pour aller à la mer, c'était notamment vers cette station du Tréport que vous connaissez. Ouais. Or, le train vers le Tréport, aucune amélioration technique. Par contre, dans le même temps, on a largement amélioré le train pour Deauville, le train pour Saint-Malo, le train pour La Baule. Et donc, ces villes balnéaires beaucoup plus loin de Paris, aujourd'hui, en espace-temps, elles sont gagnantes. Bien sûr. Et donc, le résultat, vous le connaissez, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de train pour aller au Tréport. Alors, la fracture territoriale, fracture économique et numérique, je voulais vous rappeler au passage que 6 millions de Français n'ont pas accès à Internet, 541 communes en France sont toujours en zone blanche. C'est un reportage dans le Pas-de-Calais à Erny-Saint-Julien de Sébastien Ambert et de Tanguy Jouard. Chez elle, Francine cherche désespérément du réseau, en vain. Ici, le téléphone portable ne passe pas. Mais ça dépend, hein. Par moment, je suis obligée de bouger, de monter même dans le grenier pour réussir à avoir quelque chose. Et si je bouge au moment où je suis en conversation, ça coupe. Et l'Internet fonctionne, mais très lentement. Il se passe quoi là? C'est très long, voilà, ça y est. Parce que bon, je fais une comparaison quand on va par exemple chez mon fils qui habite la région de Lille. Du coup, les habitants ont du mal à aller sur des sites, notamment administratifs par exemple. Surtout les impôts, bien sûr, maintenant, puisqu'on est obligé de faire tout par Internet. Ouais. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps, oui. Erny-Saint-Julien, 330 habitants, attend une antenne relais depuis 2015. Chez lui, Alain n'a pas de réseau non plus. Il a dû s'équiper d'une box et d'un amplificateur, mais qui ne fonctionne que chez lui. Si pour appeler avec ça? Ah non, je ne sais pas. Non, je sors d'ici... De l'autre côté de la rue, c'est terminé, j'ai plus rien. Un peu plus loin, nous rencontrons Betty, une aide ménagère qui travaille chez une personne âgée. Pour son travail, justement, elle n'a aucun réseau, elle n'est pas joignable. Si mon fils a besoin à l'école, c'est sûr que là, ça va être très très embêtant. Il ne peut pas vous joindre? Non, la maîtresse ne pourra pas me joindre si jamais il se passe quelque chose à l'école. Donc là, ça c'est embêtant et il n'y a pas de numéro de elle n'a pas le numéro de fixe ici par contre. Dans le Pas-de-Calais, on compte encore 4 zones blanches, comme ici, et des centaines d'autres, partout en France. Au passage, le défenseur des droits, Jacques Toubon, met en garde l'État contre une digitalisation systématique des relations entre l'État et les administrés, en rappelant précisément la réalité qu'on vient de voir là, c'est qu'il y a des territoires qui sont des territoires encore en zone blanche. C'est pas une défaillance de l'aménagement du territoire, ça, tout simplement? Oui, c'est une défaillance de l'aménagement du territoire, parce qu'une vraie politique nationale d'aménagement du territoire, elle aurait dû réaliser l'égalité numérique entre les territoires. Or, l'État s'est complètement défaussé, et du coup, ce sont les pauvres collectivités territoriales qui sont les supplétifs de l'État en la matière. Mais le problème, il est extrêmement simple, c'est que même si vous êtes une grande région, comme la région qu'on appelle Grand Est, vous avez un pouvoir de négociation avec les opérateurs qui est moindre que ce que l'État a. Et donc, il faut effectivement que l'État redéploie l'aménagement du territoire et en particulier prenne en charge la nécessité qu'il n'y ait plus de zones blanches, sauf une, parce que je suis partisan quand même de prendre en compte tous les gens qui souffrent des ondes électromagnétiques. Et donc, comme aux États-Unis, il faut en France qu'un territoire se propose pour être un territoire uniquement filaire où puissent habiter les gens qui souffrent des ondes électromagnétiques. Alors, on a ce message sur Twitter que je trouve très intéressant.
qui nous dit, c'est vrai, la France n'est pas coupée en deux, mais fracturée en morceaux. La recoller dans le cadre du grand débat ne sera pas suffisant. Il faut, et c'est ça qui est intéressant, il faudra trouver un lien qui transcenderait les clivages, les haines, etc. C'est-à-dire retrouver le territoire. La France, c'est un territoire. Le territoire, c'est un déterminant essentiel de l'économie, du ciment social. On est dans un espace politique où on a tous, a priori, le même accès aux droits. Il faut remettre un peu de sens dans tout ça et peut-être arrêter de nous dire que il y aurait les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Oui, mais mettre du sens dans tout ça, c'est faire confiance au territoire. Oui. Donc le vrai problème, c'est que toutes les lois territoriales qui ont été votées depuis le début de la décennie 2010 sont des lois qui étouffent les territoires. Mais comment vous expliquez ça? Attendez. Eh bien, on ne fait pas confiance aux élus locaux? On ne fait absolument pas confiance aux élus locaux. La meilleure preuve, elle est très récente, c'est la nationalisation de la taxe d'habitation, mais que le suivi de tout un ensemble de décisions de recentralisation. Parce qu'il faut quand même que les Français savent que c'est vrai qu'il y a eu la décentralisation en 1982, heureusement d'ailleurs, parce que dans quel état seraient nos territoires s'il n'y avait pas eu la décentralisation, nos lycées, nos collèges, etc. Mais malheureusement, depuis une vingtaine d'années, les décisions sont toutes des décisions de recentralisation où on nie la libre administration des collectivités territoriales. Et donc on le voit bien, par ces contraintes créées par les lois, nous avons les élus et leurs collaborateurs qui ont des réunions de plus en plus chronophages et qui ne peuvent pas s'occuper de l'essentiel, le développement de leur territoire. Ils sont prisonniers de réglementations de plus en plus complexes. Alors, dans votre revue Population et Avenir, vous dites le développement, moi je parle d'écosystème, on parle de la même chose en réalité, le développement dépend de la capacité à stimuler des interactions entre plusieurs leviers. Il n'existe pas de territoire idéal. Et c'est vrai que quand on se promène en France, on voit qu'il y a des territoires où les élus sont plus futés, peut-être un peu plus dynamiques. Il y a des chefs d'entreprise qui prennent des risques, des salariés qui jouent le jeu. Je cite souvent cet exemple que je trouve assez significatif. En Vendée, par exemple, hein, le taux de chômage est très faible, il y a un tissu d'entreprise, et pourtant, la Vendée n'est pas sur une ligne à grande vitesse, même si le TGV y arrive. Oui, maintenant. Mais le développement économique de la Vendée est bien antérieur. Ce que j'ai trouvé extraordinaire en Vendée, c'est la résilience du département. Parce que, donc, effectivement, le taux de chômage en gros en Vendée était de 4% en 2007. Ouais. Eh bien, quand même, la Vendée a subi la crise de 2008. Ouais. Et on a vu le taux de chômage monter. Mais la rapidité avec laquelle les entreprises se sont adaptées et du coup, le taux de chômage est redescendu en Vendée, c'est assez phénoménal. Donc, effectivement, tout est possible. Il n'y a de fatalité pour aucun territoire. Mais il faut que l'État révise ces lois territoriales qui, pour l'avenir, enlève de l'oxygène au territoire et des marges de possibilités de développement. Mais vous ne pensez pas que le contact là, entre le président de la République et les maires, le président de la République, avant de s'adresser aux Français, il s'est adressé aux maires. Les maires, d'ailleurs, quand on a écouté, quand on a entendu ce mouvement qui montait, c'était très unanime en réalité. Les maires, comme les élus locaux, disaient au président de la République, en Normandie ou à Souillac, dans le département du Lot, disaient en substance, mais laissez-nous vivre, on a des idées, on a des ressources. Est-ce que ça n'infuse pas quand même progressivement? J'espère que ça va infuser, mais pour le moment, il faut bien dire que nous avons eu des gouvernements entêtés. J'ai été auditionné plusieurs fois au Parlement sur ces questions-là. Les députés, ou les sénateurs, mais les députés notamment, étaient convaincus de mes analyses et même ajoutaient des arguments qui justifiaient encore plus mes analyses. Et puis 2 jours après, ils avaient un ordre de voter pour ne rien changer par rapport au texte antérieur. Donc il faut vraiment, je souhaite effectivement que ça mûrisse davantage, mais il faut qu'il y ait la volonté politique de revenir sur des lois étouffantes. Au passage, cette petite réflexion, ça n'est pas économique mais institutionnel. Le fait qu'un député ne puisse pas être maire, c'est pas une limite précisément à la compréhension intime des territoires. Bien sûr, ça a été une erreur. Le non-cumul des mandats est une erreur majeure. Ça pourrait se justifier dans un pays fédéral ou dans un pays où la haute fonction publique n'aurait pas le pouvoir qu'elle détient. Mais dans un pays comme la France, moi je connais d'ailleurs beaucoup de réalisations faites par des maires qui n'ont été possibles que parce que le maire était parlementaire, et qu'en tant que parlementaire, eh bien, le préfet, la haute fonction publique, était obligé, si vous voulez, de l'écouter et à interpréter de façon souple telle ou telle réglementation. Quand vous n'êtes que maire, votre rapport de force avec la réglementation est beaucoup plus faible. Alors, vous le voyez, c'est écrit en bas de l'écran, la province n'a pas de pétrole, mais elle a des idées.
C'est un petit clin d'œil aux années 70. Vous allez voir qu'il y a précisément des territoires qui ont beaucoup d'idées. Alors, miser sur le numérique, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, utiliser le numérique pour rompre son isolement, c'est ce qu'a fait le petit village de Harvieux, 800 habitants, c'est dans le très beau département de l'Aveyron, et c'est un reportage de Mathieu Perrault et de Vincent Pierron. Au cœur de l'Aveyron, à 30 minutes de Rodez, se niche un village qui résiste au déclin démographique. Ici, des informaticiens créent des sites internet et des applications qu'ils vendent dans toute la France et en Europe. Bah oui, on s'y attend pas, mais en fait, avec l'Internet, on peut travailler n'importe où. Et du coup, avec le bon débit qu'on a dans ce village, en fait, on peut travailler dans n'importe quel bâtiment en cœur de village. Harvieux et ses 800 habitants sont donc connectés au monde en haut débit. Un miracle collectif que le maire nous présente fièrement, à côté de la réplique de la grotte de Lourdes et de l'église du XIIe siècle. Là, c'est le central téléphonique, en fait, c'est là où arrive tout le réseau, notamment la fibre. Ici, une zone d'activité numérique va être inaugurée au printemps. Les 18 salariés de l'entreprise multimédia s'installeront dans l'ancien couvent, juste à côté de la médiathèque Cyberbase, qui, elle, a déjà ouvert ses portes à des villageois qui découvrent les équipements high-tech et apprennent même un nouveau langage. Coworking, c'était un gros mot, avant que je le découvre. Juste à côté de la boucherie, effectivement, nous trouvons un espace de coworking. Comprenez un local de travail partagé par plusieurs personnes, notamment les Locaux Motivés, une association qui vend en ligne les produits des agriculteurs de la région. Il y a une vraie dynamique, en fait, tout est possible ici, c'est ça qui est assez extraordinaire. On arrive avec un projet, on y dit bah oui, pourquoi pas, vas-y, et puis ça se fait. À Harvieux, on innove. Et du coup, cela plaît aux jeunes, qui reviennent après leurs études. C'est le cas de Jean-Charles qui reprend la ferme familiale et en parallèle brasse ses propres bières, vendues aussi sur Internet. Quand on a les amis sur place, c'est beaucoup plus facile de rester que si les amis partent aussi, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu un effet de groupe qui fait que quand certains commencent à rester là, les autres aussi, quoi. Quand d'autres villages perdent des habitants, Harvieux a vu lui s'installer 30 nouvelles familles récemment. Le symbole d'une campagne qui va de l'avant. Alors, premier point, je précise, M. Vidal de la Blache, c'est Paul. C'est pas Pierre, oui. Hein, ma langue a fourché. Mais néanmoins, ces leçons sont toujours tout à fait utiles aujourd'hui. Hein. Ce qui compte, c'est les temps de transport. Alors, vous avez vu ce reportage-là, une jeune femme avec un bel accent aveyronnais qui nous dit « Ici, tout est possible ». Et je trouve que c'est formidable parce que tout devrait être possible dans tous les territoires de la République. Et on voit bien qu'il y a par endroits des écosystèmes qui sont des écosystèmes gagnants. Il y a aussi une image qui est un peu contre-intuitive par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui. C'est que la province est de plus en plus attractive en réalité, et Paris peut-être de plus en plus repoussant. Oui, écoutez, c'est simple, il suffit de regarder les chiffres. Si on regarde l'Île-de-France, son solde migratoire est négatif de 50 000 personnes par an. Ça étonne peut-être, parce qu'on sait qu'il y a notamment beaucoup d'immigrés internationaux qui arrivent, ne serait-ce que dans le cadre du regroupement familial tous les ans, mais il y a 50 000 personnes de plus qui quittent l'Île-de-France que celles qui viennent y habiter chaque année. Alors où vont-elles? Bon, oui, certaines vont dans des métropoles de province, pensez à Toulouse, à Nantes, à Bordeaux, mais beaucoup vont aussi dans le monde rural. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que des départements très ruraux, l'Aveyron que vous venez de citer, le Cantal, la Creuse, pendant un siècle et demi, étaient départements d'émigration rurale. Il y avait beaucoup de gens qui partaient. Aujourd'hui, ils ont maintenant un solde migratoire positif. Il y a plus de personnes qui viennent y habiter que de personnes qui les quittent. Alors, ces personnes qui viennent y habiter, pour se dire, bah oui, mais ce sont des retraités qui reviennent au pays. Oui, c'est vrai qu'il y en a, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui y vont. Et le résultat, c'est que quand localement, effectivement, il y a une volonté d'entreprendre, ce qui est le cas à Harvieux en Aveyron, ce qui est le cas dans le Cantal avec le développement du télétravail, qui est une réussite absolument magnifique, eh bien, on voit que les territoires, c'est l'avenir de la France. Alors, pourquoi c'est l'avenir de la France? Parce que le problème de nos élites, c'est qu'elles pensent que pour redresser la France, il suffit de mesures macroéconomiques. Et moi, je dis, un pays comme la France, il faut qu'il marche sur ses deux jambes. Il faut évidemment de bonnes mesures macroéconomiques, mais il faut aussi une bonne dynamique des territoires. Donc, revoyons les lois qui ne permettent pas cette bonne dynamique des territoires. Mais c'est vrai qu'on a eu une vision pendant très longtemps assez binaire, un peu napoléonienne. Hein. Il y avait effectivement la gestion des agrégats, la macroéconomie, puis on disait, bon, territoires, ils vont se débrouiller. C'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que cette politique, et on parle vraiment d'économie là, hein, cette politique d'aménagement du territoire, elle renvoie l'État à ce qui devrait être son véritable rôle.
le rôle des incitations, c'est-à-dire créer les conditions pour que les élus, les agents économiques s'emparent des opportunités et les transforment en réalisation. Est-ce que la carte économique de France aujourd'hui, elle est, selon vous, stabilisée ? Elle n'est pas stabilisée parce qu'en fait, elle bouge sans arrêt. C'est vrai. À grands traits. C'est bien qu'à grands traits, il y a eu le grand changement. C'est-à-dire, toute la partie nord-est, qu'est-ce que c'était ? C'était en fait une économie de rente, du temps de l'ère industrielle, sans jamais anticiper le futur. Donc la fin de l'ère industrielle a secoué énormément, effectivement, le nord-est de la France. Et on a eu un peu un basculement de l'emploi entre, je dirais, la moitié nord-est et la moitié sud-ouest et sud-est. Mais les réalités locales sont extrêmement diversifiées selon la capacité de gouvernance des territoires. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir des territoires qui, soi-disant, étaient morts. Prenez cette petite ville de Vitré dans l'Ille-et-Vilaine. Eh bien, elle était morte. La CFDT s'y réunit en 1976 et dit « Notre pays, c'est fini. Il n'y a plus aucun avenir économique. » Grâce à une bonne gouvernance territoriale, cette ville a créé une dynamique industrielle, en plus, c'est ça qui est très intéressant, au moment où l'industrie a autant baissé, et a aujourd'hui, effectivement, un taux d'emploi extrêmement faible, après avoir créé des milliers d'emplois. Merci beaucoup, Gérard-François Dumont, professeur à la Sorbonne, géographe, économiste. Je renvoie à vos deux ouvrages. Vous êtes venu avec Les territoires français, diagnostic et gouvernance chez Armand Collin. Concept, méthode, application, c'est passionnant. C'est des sujets qui nous touchent tous les jours, ça. Et puis, la revue Population et Avenir, espaces ruraux, espaces urbains, deux mondes différents. Dans un petit moment, je vais précisément parler de macroéconomie avec Renaud Honoré du journal Les Échos. À la une du journal aujourd'hui, la croissance confrontée aux limites du modèle français. Ça, c'est une vraie question. On va chercher à y répondre. À tout de suite.